Eh bien, nous sommes presque à la fin de ce livre. J'espère qu'on va bientôt le terminer de lire et vous d'écouter. Donc, nous sommes aujourd'hui au chapitre 35, Un orage. Mon Dieu, donnez-moi la médiocrité. Mirabeau. Son âme était absorbée. Il ne répondait qu'à demi à la vive tendresse qui lui témoignait. Il restait silencieux et sombre. Jamais il n'avait paru si grand, si adorable aux yeux de Mathilde. Elle redoublait quelques subtilités de son orgueil qui viendraient déranger toute la position. Presque tous les matins, elle voyait l'abbé Pirard arriver à l'hôtel. Par lui, Julien ne pouvait-il pas avoir pénétré quelque chose des intentions de son père? Le marquis lui-même, dans un moment de caprice, ne pouvait-il pas lui avoir écrit? Après un aussi grand bonheur, comment expliquer l'air sévère de Julien? Elle n'osa l'interroger. Elle n'osa. Elle, Mathilde. Il eut, dès ce moment, dans son sentiment pour Julien, du vague, de l'imprévu, presque de la terreur. Cette âme sèche sentit de la passion tout ce qui en est possible dans un être élevé au milieu de cet excès de civilisation que Paris admirait. Le lendemain de grand matin, Julien était au presbytère de l'abbé Pirard. Des chevaux de poste arrivaient dans la cour avec une chaise délabrée, louée à la poste voisine. Un tel équipage n'est plus de saison, lui dit le sévère abbé, d'un air rechigné. Voici 20 000 francs, dont M. de la Mole vous fait cadeau. Il vous engage à les dépenser dans l'année, mais en tâchant de vous donner le moins de ridicule possible. Dans une somme aussi forte jetée à un jeune homme, le prêtre ne voyait qu'une occasion de pécher. Le marquis ajoute: Monsieur Julien de la Vernaye aura reçu cet argent de son père, qu'il est inutile de désigner autrement. Monsieur de la Vernaye jugera peut-être convenable de faire un cadeau à Monsieur Sorel, charpentier à Verrières, qui soigna son enfance. Je pourrais me charger de cette partie de la commission, ajouta l'abbé. J'ai enfin déterminé, Monsieur de la Mole, à transiger avec cet abbé de Frilair, si jésuite. Son crédit est décidément trop fort pour le nôtre. La reconnaissance implicite de votre haute naissance par cet homme qui gouverne Besançon sera une des conditions tacites de l'arrangement. Julien ne fut plus maître de son transport. Il embrassa l'abbé et il se voyait reconnu. Fi donc, dit M. Pirard, le repos. Que veut dire cette vanité mondaine? Quant à Sorel et à ses fils, je leur offrirai en mon nom une pension annuelle de 500 francs, que leur sera payée à chacun tant que je serai content d'eux. Julien était déjà froid et hautain. Il remercia, mais en termes très vagues et n'engagea en rien. Serait-il bien possible, se disait-il, que je fusse le fils naturel de quelque grand seigneur exilé dans nos montagnes par le terrible Napoléon? À chaque instant, cette idée lui semblait moins probable. Ma haine pour mon père serait une preuve. Je ne serais plus un monstre. Peu de jours après ce monologue, le 15e régiment de hussards, l'un des plus brillants de l'armée, était en bataille sur la place d'armes de Strasbourg. Monsieur le chevalier de la Vernaye montait le plus beau cheval de l'Alsace, qui lui avait coûté 6 000 francs. Il était reçu lieutenant, sans avoir jamais été sous-lieutenant que sur les contrôles d'un régiment dont jamais il n'avait ouï parler. Son air impassible, ses yeux sévères et presque méchants, sa pâleur, son inaltérable sang-froid commencèrent sa réputation dès le premier jour. Peu après, sa politesse parfaite et pleine de mesure, son adresse au pistolet et aux armes, qu'il fit connaître sans trop d'affectation, éloignèrent l'idée de plaisanter à haute voix sur son compte. Après 5 ou 6 jours d'hésitation, l'opinion publique du régiment se déclara en sa faveur. Il y a tout dans ce jeune homme, disaient les vieux officiers goguenards acceptés de la jeunesse. De Strasbourg, Julien écrivit à M. Chélan, l'ancien curé de Verrières, qui touchait maintenant aux bornes de l'extrême vieillesse. Vous aurez appris avec une joie dont je ne doute pas les événements qui ont porté ma famille à m'enrichir. Voici 500 francs que je vous prie de distribuer sans bruit ni mention aucune de mon nom, aux malheureux pauvres maintenant comme je le fus autrefois et que sans doute vous secourez comme autrefois vous m'avez secouru.
Julien était ivre d'ambition et non pas de vanité. Toutefois, il donnait une grande part de son attention à l'apparence extérieure. Ses chevaux, ses uniformes, les livrées de ses gens étaient tenus avec une correction qui aurait fait honneur à la ponctualité d'un grand seigneur anglais. À peine lieutenant, par faveur et depuis 2 jours, il calculait déjà que pour commander un chef à 30 ans, au plus tard, comme tous les grands généraux, il fallait à 23 être plus que lieutenant. Il ne pensait qu'à la gloire et à son fils. Ce fut au milieu de transport de l'ambition la plus effrénée qu'il fut surpris par un jeune valet 2 pieds de l'hôtel de la Mole, qui arrivait en courrier. Tout est perdu, lui écrivait Mathilde. Accourez le plus vite possible, sacrifiez tout, désertez s'il le faut. À peine arrivé, attendez-moi dans un fiacre, près la petite porte du jardin, au numéro de la rue. J'irai vous parler, peut-être pourrai-je vous introduire dans le jardin. Tout est perdu, et je crains, sans ressources, comptez sur moi. Vous me trouverez dévoué et ferme dans l'adversité. Je vous aime. En quelques minutes, Julien obtint une permission de colonel et partit de Strasbourg à Franc-Étrier. Mais l'affreuse inquiétude qui le dévorait ne lui permit pas de continuer cette façon de voyager au-delà de Metz. Il se jeta dans une chaise de poste et ce fut avec une rapidité presque incroyable qu'il arriva au lieu indiqué, près la petite porte du jardin de l'hôtel de la Mole. Cette porte s'ouvrit, et à l'instant Mathilde oubliait tout respect humain et se précipita dans ses bras. Heureusement, il n'était que 5 heures du matin, et la rue était encore déserte. Perdu. Mon père craignait mes larmes, et partit dans la nuit de jeudi. Pour où? Personne ne le sait. Voici sa lettre, lisez. Et elle monta dans le fiacre avec Julien. Je pouvais tout pardonner, excepté le projet de vous séduire parce que vous êtes riche. Voilà, malheureuse fille, l'affreuse vérité. Je vous donne ma parole d'honneur que je ne consentirai jamais à un mariage avec cet homme. Je lui assure 10 000 livres de rente s'il veut vivre loin, hors des frontières de France, ou mieux encore en Amérique. Lisez la lettre que je reçois en réponse aux renseignements que j'avais demandés. L'imprudent m'avait engagé lui-même à écrire à madame de Rênal. Jamais je ne lirai une ligne de vous relative à cet homme. Je prends en horreur Paris et vous. Je vous engage à recouvrir du plus grand secret ce que doit arriver. Renoncez franchement à un homme vil, et vous retrouverez un père. Où est la lettre de madame de Rênal? Dit froidement Julien. La voici. Je n'ai voulu te la montrer qu'après que tu aurais été préparé. Lettre. Ce que je dois à la cause sacrée de la religion et de la morale m'oblige, monsieur, à la demande pénible que je viens accomplir auprès de vous. Une règle qui ne peut faillir m'ordonne de nuire en ce moment à mon prochain, mais afin d'éviter un plus grand scandale. La douleur que j'éprouve doit être surmontée par le sentiment de devoir. Il n'est que trop vrai, monsieur, la conduite de la personne au sujet de laquelle vous me demandez toute la vérité a pu sembler inexplicable ou même honnête. On a pu croire convenable de cacher ou de déguiser une partie de la réalité. La prudence le voulait aussi bien que la religion. Mais cette conduite que vous désirez connaître a été, dans le fait, extrêmement condamnable, et plus que je ne puis le dire. Pauvre et avide, c'est à l'aide de l'hypocrisie la plus consommée, et par la séduction d'une femme faible et malheureuse, que cet homme a cherché à se faire un état et à deviner quelque chose. C'est une partie de mon pénible devoir d'ajouter que je suis obligée de croire que monsieur n'a aucun principe de religion. En conscience, je suis contrainte de penser qu'un de ses moyens pour réussir dans une maison est de chercher à séduire la femme qui a le principal crédit. Couvert par une apparence de désintéressement et par des phrases de Romain, son grand et unique objet est de parvenir à disposer du maître de la maison et de sa fortune. Il laisse après lui le malheur et des regrets éternels, etc., etc. Cette lettre extrêmement longue et à demi effacée par des larmes était bien de la main de madame de Rênal. Elle était même écrite avec plus de soin qu'à l'ordinaire. Je ne puis blâmer monsieur de la Mole, dit Julien après
l'avoir fini. Il est juste et prudent. Quel père voudrait donner sa fille chérie à un tel homme? Adieu. Julien sauta à bas du fiacre et courut à sa chaise de poste arrêtée au bout de la rue. Mathilde, qui semblait avoir oublié, fit quelques pas pour le suivre, mais les regards des marchands qui s'avançaient sur la porte de leur boutique et desquels elle était connue la forcèrent à rentrer précipitamment au jardin. Julien était parti pour Verrières. Dans cette route rapide, il ne put écrire à Mathilde comme il en avait le projet, sa main ne formait sur le papier que les traits. Il arriva à Verrières un dimanche matin. Il entra chez l'armurier du pays qui l'accabla de compliments sur sa récente fortune. C'était la nouvelle du pays. Julien eut beaucoup de peine à lui faire comprendre qu'il voulait une paire de pistolets. L'armurier, sur sa demande, chargea les pistolets. Les 3 coups sonnaient. C'est un signal bien connu dans les villages de France et qui, après les diverses sonneries de la matinée, annonce le commencement immédiat de la messe. Julien entra dans l'église neuve de Verrières. Toutes les fenêtres hautes de l'édifice étaient voilées avec des rideaux cramoisis. Julien se trouva à quelques pas derrière le blanc de madame de Rênal. Il lui sembla qu'elle priait avec ferveur. La vue de cette femme qu'il avait tant aimée fit trembler le bras de Julien d'une telle façon qu'elle ne put d'abord exécuter son dessein. « Je ne le puis, se disait-il à lui-même physiquement, je ne le puis. » En ce moment, le jeune clerc qui servait la messe sonna pour l'élévation. Madame de Rênal baissa la tête qui un instant se trouva presque entièrement cachée par les plis de son châle. Julien ne la reconnaissait plus aussi bien. Il tira sur elle un coup de pistolet et la manqua. Il tira un second coup, elle tomba. Détail triste. Ne vous attendez point de ma part à de la faiblesse. Je me suis vengé. J'ai mérité la mort et me voici. Priez pour mon ami. Julien resta immobile, il ne voyait plus. Quand il revint un peu à lui, il aperçut tous les fidèles qui s'enfuyaient de l'église. Le prêtre avait quitté l'autel. Julien se mit à suivre d'un pas assez lent quelques femmes qui s'en allaient en criant. Une femme qui voulait fuir plus vite que les autres. Le poussa rudement et tomba. Ses pieds s'étaient embarrassés dans une chaise renversée par la foule. En se relevant, il se sentit le cou serré. C'était un gendarme en grande tenue qui l'arrêtait. Machinalement, Julien voulut avoir recours à ses petits pistolets. Mais un second gendarme s'emparait de ses bras. Il fut conduit à la prison. On entra dans une chambre, on lui mit les fers en main. On le laissa seul. La porte se ferma sur lui à double tour. Tout cela fut exécuté très vite et il y fut insensible. « Ma foi, tout est fini, dit-il tout haut en revenant à lui. Oui, dans 15 jours, la guillotine. Ou se tuer d'ici là. Son raisonnement n'allait pas plus loin. Il se sentait la tête comme si elle eût été serrée avec violence, et regarda pour voir si quelqu'un le tenait. Après quelques instants, il s'endormait profondément. Madame de Rênal n'était pas blessée mortellement. La première balle avait percé son chapeau. Comme elle se retournait, le second coup était parti. La balle l'avait frappée à l'épaule et, chose étonnante, avait été renvoyée par l'os de l'épaule, qui pourtant elle cassa contre un pilier gothique dont elle détacha un énorme éclat de pierre. Quand, après un pansement long et douloureux, le chirurgien, homme grave, dit à madame de Rênal « Je réponds de votre vie comme de la mienne », et fut profondément affligée. Depuis longtemps, elle désirait sincèrement la mort. La lettre qui lui avait été imposée par son confesseur actuel et qu'elle avait écrite à M. de la Mole avait donné le dernier coup à cet être affaibli par un malheur trop constant. Ce malheur était l'absence de Julien. Elle l'appelait le remords. Le directeur, jeune ecclésiastique, vertueux et fervent, nouvellement arrivé de Dijon, ne s'y trompait pas. Mourir ainsi, mais non de ma main, ce n'est point un péché. Pensant madame de Rênal, Dieu me pardonnera peut-être de me réjouir de ma mort. Elle n'osait ajouter, et mourir de la main de Julien, c'est le comble des félicités.
À peine fut-il débarrassé de la présence de chirurgien et de tous les amis accourus en foule qu'elle fit appeler Élisa, sa femme de chambre. Le geôlier, lui dit-elle en rougissant beaucoup, est un homme cruel. Sans doute il va le maltraiter, croyant en cela faire une chose agréable pour moi. Cette idée m'est insupportable. Ne pourriez-vous pas aller, comme de vous-même, remettre au geôlier ce petit paquet qui contient quelques louis? Vous lui direz que la religion ne permet pas qu'il le maltraite. Il faut surtout qu'il n'aille pas parler de cet envoi d'argent. C'est à la circonstance dont nous venons de parler que Julien dut l'humanité de Géolien de Verrières. C'était toujours ce monsieur Noiroud, ministériel parfait, auquel nous avons vu la présence de monsieur Appert faire une si belle peur. Un juge parut dans la prison. J'ai donné la mort avec préméditation, lui dit Julien. J'ai acheté et fait charger les pistolets chez un tel, l'armurier. L'article 1342 du Code pénal est clair. Je mérite la mort et je l'attends. Le petit esprit du juge ne comprenait pas cette franchise. Il multipliait les questions pour faire en sorte que l'accusé se coupât dans ses réponses. « Mais ne voyez-vous pas, lui dit Julien en souriant, que je me fais aussi coupable que vous pouvez le désirer. Allez, monsieur, vous ne manquerez pas la proie que vous poursuivez. Vous aurez le plaisir de condamner. Épargnez-moi votre présence. Il me reste un ennuyeux devoir à remplir, pensa Julien, et il faut écrire à mademoiselle Lamolle. Je me suis vengé, lui disait-il. Malheureusement, mon nom paraîtra dans les journaux, et je ne puis m'échapper de ce monde incognito. Je vous en demande pardon. Je mourrai dans 2 mois. La vengeance a été atroce, comme la douleur d'être séparé de vous. De ce moment, je m'interdis d'écrire et de prononcer votre nom. Ne parlez jamais de moi, même à mon fils. Le silence est la seule façon de m'honorer. Pour le commun des hommes, je serai un assassin vulgaire. Permettez-moi la vérité en ce moment suprême. Vous m'oublierez. Cette grande catastrophe dont je vous conseille de ne jamais ouvrir la bouche à être vivant, aura épuisé pour plusieurs années tout ce que je voyais de romanesque et de trop aventureux dans votre caractère. Vous étiez faite pour vivre avec les héros, du Moyen Âge. Montrez en cette occurrence leur ferme caractère. Que ce qui doit se passer soit accompli en secret et sans vous compromettre. Vous prendrez un faux nom et n'aurez pas de confident. S'il vous faut absolument le secours d'un ami, je vous lègue l'abbé Pirard. Ne parlez à nul autre, surtout pas des gens de votre classe, les Delouze, les Caylus. Un an après ma mort, épousez monsieur de Croisenois. Je vous en prie, je vous l'ordonne, comme votre époux. Ne m'écrivez point, je ne répondrai pas. Bien, moins méchant que Lagot, à ce qui me semble, je vais dire comme lui. From this time forth I never will speak word. On ne me verra ni parler ni écrire. Vous aurez eu mes dernières paroles comme mes dernières adorations. J.S. Julien Sorel. Ce fut après avoir fait partir cette lettre que, pour la première fois, Julien, un peu revenu à lui, fut très malheureux. Chacune des espérances de l'ambition dut être arrachée successivement de son cœur par ce grand mot. Je mourrai, il faut mourir. La mort en elle-même n'était pas horrible à ses yeux. Toute sa vie n'avait été qu'une longue préparation au malheur, et il n'avait eu garde d'oublier celui qui passe pour le plus grand de tous. Quoi donc, se disait-il, si dans 60 jours je devais me battre en duel avec un homme très fort sur les armes, est-ce que j'aurais la faiblesse d'y penser sans cesse et la terreur dans l'âme? Il passa plus d'1 heure à chercher à se bien connaître sous ce rapport. Quand il eut vu clair dans son âme et que la vérité parut devant ses yeux aussi nettement qu'un des piliers de sa prison, il pensa au remords. Pourquoi en aurais-je? J'ai été offensé d'une manière atroce, j'ai tué, je mérite la mort, mais voilà tout. Je meurs après avoir soldé mon compte envers l'humanité. Je ne laisse aucune obligation non remplie. Je ne dois rien à personne, ma mort n'a rien de honteux que l'instrument. Cela seul, elle est vraie, suffit richement pour ma honte aux yeux des bourgeois de Verrières. Mais sous le rapport intellectuel, quoi de plus méprisable?
Il me reste un moyen d'être considérable à leurs yeux. C'est de jeter au peuple des pièces d'or en allant au supplice. Ma mémoire liée à l'idée de l'heure sera resplendissante pour eux. Après ce raisonnement qui au bout d'une minute lui sembla évident. Je n'ai plus rien à faire sur la terre, se dit Julien, et il s'endormit profondément. Vers les 9 heures du soir, le geôlier le réveilla en lui apportant un souper. Que dit-on dans Verrières? Monsieur Julien, le serment que j'ai prêté devant le crucifix à la cour royale le jour que je fus installé dans ma place m'oblige au silence. Il se taisit mais restait. La vue de cette hypocrisie vulgaire amusa Julien. Il faut, pensa-t-il, que je lui fasse attendre longtemps les 5 francs qu'il désire pour me vendre sa conscience. Quand le geôlier vit le repas finir sans tentative de séduction, l'amitié que j'ai pour vous, monsieur Julien, dit-il d'un air faux et doux, m'oblige à parler. Quoiqu'on dise que c'est contre l'intérêt de la justice, parce que cela peut vous servir à arranger votre défense, monsieur Julien, qui est bon garçon, sera bien content si je lui apprends que madame de Rênal va mieux. Elle n'est pas morte? S'écria Julien en se levant de table hors de lui. Quoi? Vous ne savez rien? Vous ne saviez rien? Dit le geôlier d'un air stupide qui bientôt devine de la cupidité heureuse. Il sera bien juste que monsieur donne quelque chose au chirurgien qui, d'après la loi et justice, ne devait pas parler. Mais pour faire plaisir à monsieur, je suis allé chez lui et il m'a tout conté. Enfin, la blessure n'est pas mortelle, lui dit Julien impatienté en s'avançant vers lui. Tu m'en réponds sur ta vie? Le geôlier géant de 6 pieds à 2 haut eut peur et se retira vers la porte. Julien vit qu'il prenait une mauvaise route pour arriver à la vérité. Il se rassit et jeta un Napoléon à M. Noiroud. À mesure que le récit de cet homme prouvait à Julien que la blessure de madame de Rênal n'était pas mortelle, il se sentait gagné par les larmes. « Sortez, lui dit-il brusquement. » Le geôlier obéit. À peine la porte fut-elle fermée, « Grand Dieu, elle n'est pas morte !» s'écria Julien, et il tomba à genoux, pleurant à chaudes larmes. Dans ce moment suprême, il était croyant. Qu'emportent les hypocrisies des prêtres? Peuvent-elles ôter quelque chose à la vérité et à la sublimité de l'idée de Dieu? Seulement alors, Julien commença à se repentir de crimes commis, par une coïncidence qui lui évita le désespoir. À cet instant seulement venait de cesser l'état d'irritation physique et de demi-folie où il était plongé depuis son départ de Paris pour Verrières. Ses larmes avaient une source généreuse. Il n'avait aucun doute sur la condamnation qui l'attendait. Ainsi elle vivra, se disait-il. Elle vivra pour me pardonner et pour m'aimer. Le lendemain matin, fort tard, quand le geôlier le réveilla, « Il faut que vous ayez un fameux cœur, monsieur Julien, » lui dit cet homme. « 2 fois je suis venu et j'ai fait conscience de vous réveiller. Voici 2 bouteilles d'excellent vin que vous envoie monsieur Maslon, notre curé. »« Comment? Ce coquin est encore ici ?» dit Julien. « Oui, monsieur, répondit le géolien en baissant les yeux, mais ne parlez pas si haut, cela pourrait vous compromettre. » Julien rit de bon cœur. « Au point où j'en suis, mon ami, vous seul pourrez me nuire si vous cessiez d'être doux et humain. »« Vous serez bien payé, dit Julien, en s'interrompant et reprenant l'air impérieux. Cet air fut justifié à l'instant par le don d'une pièce de monnaie. Monsieur Noiroud raconta de nouveau et dans les plus grands détails tout ce qu'il avait appris sur madame de Rênal, mais il ne parla point de la visite de mademoiselle Élisa. Cet homme était bas et soumis autant que possible. Une idée traversa la tête de Julien. Cette espèce de géant difforme peut gagner 300 ou 400 francs, car sa prison n'est guère fréquentée. Je puis lui assurer 10 000 francs, s'il veut se sauver en Suisse avec moi. La difficulté sera de le persuader de ma bonne foi. L'idée du long colloque à avoir avec un être aussi vil inspira du dégoût à Julien. Il pensa à autre chose. Le soir, il n'était plus temps. Une chaise de poste vint le prendre à minuit. Il fut très content des gendarmes, ses compagnons de voyage. Le matin, lorsqu'il arriva à la prison de Besançon, on eut la bonté de le loger dans l'étage supérieur d'un donjon gothique.
Il jugea l'architecture du commencement du XIVe siècle. Il en admira la grâce de la légèreté piquante. Par un étroit intervalle entre deux murs, au-delà d'une cour profonde, il avait une échappée de vue superbe. Le lendemain, il eut un interrogatoire, après quoi, pendant plusieurs jours, on le laissa tranquille. Son âme était calme. Il ne trouvait rien que de simple dans son affaire. J'ai voulu tuer, je dois être tué. Sa pensée ne s'arrêta pas davantage à ce raisonnement. Le jugement, la nuit de paraître en public, la défense, et considérait tout cela comme de légers embarras. Des cérémonies ennuyeuses auxquelles il serait temps de songer le jour même. Le moment de la mort ne l'arrêtait guère plus. J'y songeais après le jugement. La vie n'était point ennuyeuse pour lui, il considérait toutes choses sous un nouvel aspect. Il n'avait plus d'ambition. Il pensait rarement à mademoiselle de La Mole. Ses remords l'occupaient beaucoup et lui présentaient souvent l'image de madame de Rênal, surtout pendant le silence des nuits troublées seulement, dans ce donjon élevé par le chant de l'orfraie. Il remerciait le ciel de ne l'avoir pas blessé à mort. Chose étonnante, se disait-il. Je croyais que par sa lettre à monsieur de La Mole, elle avait détruit à jamais mon bonheur à venir. Et moins de 15 jours après la date de cette lettre, je ne songe plus à tout ce qui m'occupait alors. 2 ou 3 000 livres de rente pour vivre tranquille dans un pays de montagne convergit. J'étais heureux alors. Je ne connaissais pas mon bonheur. Dans d'autres instants, il se levait un sursaut de sa chaise. Si j'avais blessé à mort madame de Rênal, je me serais tué. J'ai besoin de cette certitude pour ne pas me faire horreur à moi-même. Me tuer. Voilà la grande question, se disait-il. Ces juges si formalistes, si acharnés après le pauvre accusé qui ferait peindre le meilleur citoyen pour accrocher la croix. Je me soustrairai à leur empire, à leur injure, un mauvais français, que le journal du département va appeler de l'éloquence. Je puis vivre encore 5 ou 6 semaines, plus ou moins. Me tuer, ma foi non, se dit-il après quelques jours. Napoléon a vécu. D'ailleurs, la vie m'est agréable, ce séjour est tranquille. Je n'y ai point d'ennui, ajouta-t-il en riant, et il se mit à faire la note des livres qu'il voulait faire venir de Paris. Chapitre 37. Un donjon. Le tombeau d'un ami. Sterne. Il entendit un grand bruit dans le corridor. Ce n'était pas l'heure où l'on montait dans sa prison. L'orfraie s'envola en criant, la porte s'ouvrit, et le vénérable curé Chélan, tout tremblant et la canne à la main, se jeta dans ses bras. « Ah, grand Dieu, est-il possible, mon enfant, monstre, devrais-je dire ?» Et le bon vieillard ne put ajouter une parole, Julien craignit qu'il ne tombât. Il fut obligé de le conduire à une chaise. La main du temps s'était appesantie sur cet homme autrefois si énergique. Il ne parut plus à Julien que l'ombre de lui-même. Quand il eut repris haleine, « Avant-hier seulement, je reçois votre lettre de Strasbourg, avec vos 500 francs pour les pauvres de Verrières. On me l'a apporté dans la montagne, à Léverus, où je suis retiré chez mon neveu Jean. Hier, j'apprends la catastrophe. Ô ciel, est-il possible ?» Et le vieillard ne pleurait plus. Il avait l'air privé d'idées et ajouta machinalement. « Vous aurez besoin de vos 500 francs, je vous les rapporte. »« J'ai besoin de vous voir, mon père, s'écria Julien attendri. J'ai de l'argent de reste, mais il ne peut plus obtenir de réponse sensée. » De temps à autre, M. Chélan versait quelques larmes qui descendaient silencieusement le long de sa joue. Puis regardait Julien, comme étourdi de le voir lui prendre les mains et les porter à ses lèvres. Cette physionomie, si vive autrefois et qui peignait avec tant d'énergie, les plus nobles sentiments ne sortaient plus de l'air apathique. Une espèce de paysan vint bientôt chercher le vieillard. Il ne faut pas le fatiguer et le faire trop parler, dit-il à Julien, qui comprit que c'était le neveu. Cette apparition laissa Julien plongé dans un malheur cruel et qui éloignait les larmes. Tout lui paraissait triste et sans consolation. Il sentait son cœur glacé dans sa poitrine. Cet instant fut le plus cruel qu'il eût éprouvé depuis le crime. Il venait de voir la mort et dans toute sa laideur.
Toutes les illusions de grandeur d'âme et de générosité s'étaient dissipées, comme un nuage devant la tempête. Cette affreuse situation dura plusieurs heures. Après l'empoisonnement moral, il faut des remèdes physiques et du vin de champagne. Julien se fut estimé un lâche d'y avoir recours. Vers la fin d'une journée horrible, passée tout entière à se promener dans son étroit donjon, « Que suis-je fou » s'écria-t-il. C'est dans le cas où je devais mourir comme un autre que la vue de ce pauvre vieillard aurait dû me jeter dans cette affreuse tristesse. Mais une mort rapide et à la fleur des ans me met précisément à l'abri de cette triste décrépitude. Quelques raisonnements qui se fit, Julien se trouva attendri comme un être pusillanime, et par conséquent malheureux de cette visite. Il n'y avait plus rien de rude et de grandiose en lui, plus de vertu romane. La mort lui apparaissait à une plus grande hauteur et comme chose moins facile. Ce sera là mon thermomètre, se dit-il. Ce soir, je suis à 10 degrés au-dessous du courage qui me conduit de niveau à la guillotine. Ce matin, je l'avais, ce courage. Au reste, qu'importe, pourvu qu'il me revienne au moment nécessaire. Cette idée de thermomètre l'amusa et enfin parvint à le distraire. Le lendemain, à son réveil, il eut honte de la journée de la veille. Mon bonheur, ma tranquillité sont en jeu. Il résolut presque d'écrire à monsieur le procureur général pour demander que personne ne fût admis auprès de lui. Et Fouquet, pensa-t-il, s'il peut prendre sur lui de venir à Besançon, quelle ne serait pas sa douleur. Il y avait 2 mois peut-être qu'il avait songé à Fouquet. J'étais un grand sot à Strasbourg. Ma pensée n'allait pas au-delà du collet de mon habit. Le souvenir de Fouquet l'occupa beaucoup et le laissa plus attendri. Il se promenait avec agitation. Mais voici décidément de 20 degrés au-dessous du niveau de la mort. Si cette faiblesse augmente, il vaudra mieux me tuer. Quelle joie pour les abbés Maslon et les Valnon. Et je meurs comme un cuistre. Fouquet arriva. Cet homme simple et bon était éperdu de douleur. Son unique idée, s'il en avait, était de vendre tout son bien pour séduire le geôlier et faire sauver Julien. Il lui parla longuement de l'évasion de monsieur de la Valette. « Tu me fais peine, lui dit Julien. Monsieur de la Valette était innocent, moi je suis coupable. Sans le vouloir, tu me fais songer à la différence. Mais est-il vrai ? Quoi ? Tu vendrais tout ton bien ? Dit Julien, redevenant tout à coup observateur et méfiant. Fouquet, ravi de voir enfin son ami rejoindre à son idée dominante, lui détaille longuement et à 100 francs près ce qui tirerait de chacune de ses propriétés. Quel effort sublime chez un propriétaire de Provence, pensa Julien. Que d'économies, que de petites lésineries qui me faisaient tant rougir lorsque je les lui voyais faire. Il sacrifie pour moi un de ces beaux gens que j'ai vus à l'hôtel de la Mole, ceux qui lisent René, n'auraient aucun de ces ridicules. Mais excepté ceux qui sont fort jeunes et encore enrichis par héritage, et qui ignorent la valeur de l'argent, quel est celui de ces beaux Parisiens qui seraient capables d'un tel sacrifice. Toutes les fautes de français, tous les gestes communs de Fouquet disparurent. Il se jeta dans ses bras. Jamais la Provence, comparée à Paris, n'a reçu un plus bel hommage. Fouquet, ravi du moment d'enthousiasme qu'il voyait dans les yeux de son ami, le prit pour son consentement à la fuite. Cette vue du sublime rendit à Julien toute la force que l'apparition de M. Chélan lui avait fait perdre. Il était encore bien jeune, mais suivant moi, ce fut une belle plante. Au lieu de marcher du tendre au rusé, comme la plupart des hommes, l'âge lui eût donné la bonté facile à s'attendrir. Il se fut guéri d'une méfiance folle. Mais à quoi bon ces vaines prédictions ? Les interrogations devenaient plus fréquents, en dépit des efforts de Julien, dont toutes les réponses tendaient à abréger l'affaire. J'ai tué, ou du moins j'ai voulu donner la mort avec préméditation, répéta-t-il chaque jour. Mais le juge était formaliste avant tout. Les déclarations de Julien n'abrégeaient nullement les interrogations. L'amour-propre du juge fut pique. Julien ne sut pas qu'on avait voulu le transférer dans un affreux cachot, et qui était grâce aux démarches de Fouquet qu'on lui laissait sa jolie chambre à 180 marches.
à 180 marches d'élévation. Monsieur l'abbé de Frilair était au nombre des hommes importants qui chargeraient Fouquet de leurs provisions de bois de chauffage. Le bon marchand parvint jusqu'au tout-puissant grand vicaire. À son inexprimable ravissement, monsieur de Frilair lui annonça que, touché des bonnes qualités de Julien et des services qu'il avait autrefois rendus au séminaire, il comptait le recommander au juge. Fouquet entrevit l'espoir de sauver son ami, et en sortant et se prosternant jusqu'à terre, pria monsieur le grand vicaire de distribuer en messe, pour implorer l'acquittement de l'accusé, une somme de 10 louis. Fouquet se méprenait étrangement. Monsieur de Frilair n'était point un Valnon. Il refusa et chercha même à faire entendre au bon paysan qu'il ferait mieux de garder son argent. Voyant qu'il était impossible d'être clair sans imprudence, il lui conseilla de donner cette somme en aumône pour les pauvres prisonniers qui, dans le fait, manquaient de tout. Ce Julien est un être singulier, son action est inexplicable, pensait M. de Frilair, et rien ne doit l'être pour moi. Peut-être sera-t-il possible d'en faire un martyr. Dans tous les cas, je saurai la fin de cette affaire et trouverai peut-être une occasion de faire peur à cette madame de Rênal, qui ne nous estime point, et au fond me déteste. Peut-être pourrai-je rencontrer dans tout ceci un moyen de réconciliation éclatante avec M. de la Mole, qui a un faible pour ce petit séminariste. La transaction sur le procès avait été signée quelques semaines auparavant, et l'abbé Pirard était reparti de Besançon, non sans avoir parlé de la mystérieuse naissance de Julien, le jour même où le malheureux assassinait madame de Rênal dans l'église de Verrières. Julien ne voyait plus qu'un événement désagréable entre lui et la mort. C'était la visite de son père. Il consulta Fouquet sur l'idée d'écrire à monsieur le procureur général, pour être dispensé de toute visite. Cette horreur, pour la vue d'un père, et dans un tel moment choqua profondément le cœur honnête et bourgeois de Maréchal de Bois. Il crut comprendre pourquoi tant de gens haïssent passionnément son ami. Par respect pour le malheur, il cacha sa manière de sentir. Dans tous les cas, lui répondit-il froidement, cet ordre de secret ne serait pas appliqué à ton père. Voilà, on a terminé pour cette fois-ci. On va continuer plus que quelques petits chapitres. Il nous reste en fait jusqu'à 45. Donc au prochain, on va continuer avec le chapitre 38. Merci à toutes et à tous de votre attention et à la prochaine fois. Ciao.